Reconditionner, moi, je suis un activiste écologique et moi, étant passionné de la mode, donc moi, pour donner ma voix à l'écologie, je me sers des habits non recyclés. Je me sers des pièces qui pourrissent dans la friperie, des invendus qui engorgent nos marchés en Guinée ici. Parce que ici, il faut savoir que la friperie, c'est un secteur qui est bien utilisé en Guinée. En général, tout Guinéen se sert dans la friperie pour ses habits du quotidien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Je vous emmène avec moi à la rencontre de créateurs basés sur le continent africain. Je vous invite à voyager à Abidjan, Dakar ou Bamako pour découvrir les parcours de professionnels talentueux, responsables et ambitieux. Au fil des interviews, je me rends compte que chaque entrepreneur veut contribuer au rayonnement de la créativité africaine sur le continent et au-delà. Ce podcast est un moyen de sortir des clichés du boubou et du wax pour représenter un éventail de tissus, de savoir-faire et de créativité trop souvent sous-représentés. Je suis Ramata Diallo, je suis professeure de marketing dans des écoles de mode parisiennes et je suis également consultante spécialisée dans l'accompagnement de porteurs de projets qui veulent lancer leur marque de mode. En 2017, j'ai assisté à ma première Fashion Week en Afrique et depuis, je voyage régulièrement sur le continent pour aller à la rencontre de ceux et celles qui font la mode en Afrique. Le podcast est le moyen que j'ai trouvé pour partager au plus grand nombre une autre vision de la mode africaine. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jacques Keita. Il est basé à Conakry et il est à la tête de la marque Yogu Yogu. Son concept éco-responsable s'appuie sur le recyclage de pièces achetées en friperie, telles que des vêtements, des nappes, des rideaux et des couettes. Je l'ai invité pour qu'il puisse nous parler de son parcours et du développement de sa marque. Bienvenue Jacques, comment vas-tu? Oui, ça va. Bonjour, Rama. Je suis très ravi d'être là aujourd'hui. Écoute, c'est moi qui suis ravie de t'avoir pour cette interview. Donc, comme je le disais, tu es basé à Conakry en Guinée et tu vas nous parler en fait de ta marque et de ton concept éco-responsable. Alors, tout d'abord, avant de commencer à entrer dans le détail du descriptif de ta marque, je vais te demander de te présenter. D'accord, bonjour, moi je suis Keita Boubacar Jacques. J'ai 26 ans, je suis entrepreneur dans le secteur de la mode. Je suis reconditionneur de vêtements. Seconde main et issu de la friperie. Ok, donc toi tu parles de reconditionneur de vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, reconditionneur? Qu'est-ce que tu entends par là? Reconditionneur, moi je suis un activiste écologique et moi étant passionné de la mode, donc moi pour donner ma voix à l'écologie, je me sers des habits non recyclés. Je me sers des pièces qui pourrissent dans la friperie, des invendus qui engorgent nos marchés en Guinée ici. Parce que ici, il faut savoir que la friperie, c'est un secteur qui est bien utilisé en Guinée. En général, tout Guinéen se sert dans la friperie pour ses habits du quotidien. Mais on n'a pas conscience de l'impact que ça a sur l'environnement. On ne reconditionne pas, ça vient en quantité. On oublie que tout ce qui vient, c'est les déchets de la fast fashion qui sont non reconditionnés, non recyclés, qui viennent dans notre pays, qui restent presque, qui finissent dans les poubelles s'ils sont pas vendus. Donc, moi, j'ai vu cet aspect. J'ai dit qu'il fallait faire un truc pour sauver. Parce que après, c'est en voyant aussi des informations sur Internet que oui, le secteur de la mode est l'un des secteurs les plus polluants de la planète. C'est le deuxième secteur le plus polluant après l'industrie du pétrole. Donc, je me suis dit que, il fallait que j'essaye de sauver la planète à ma façon en créant des vêtements reconditionnés. Ok, très bien. Donc, c'est intéressant que tu parles tout de suite de cet aspect, en fait, de ton profil qui est activiste écologique. Donc, aujourd'hui, en termes de les difficultés, le principal challenge pour un créateur de mode, surtout si tu veux faire du recyclage, c'est comment est-ce que tu arrives à faire des collections cohérentes quand tu prends des pièces issues de la friperie qui, en fait, par définition, en fait, il n'y a pas vraiment... c'est difficile de définir, en tout cas, une direction artistique quand tu fais de la récupération. Comment est-ce que tu travailles, en fait? Et comment est-ce que tu réussis à créer des collections?
Moi, principalement, je me dis toujours que si on veut changer le monde, il faut beaucoup plus se baser sur la jeunesse. Donc, moi, je vais essayer de toujours voir sur Internet c'est quoi la tendance et qu'est-ce que les jeunes ils aiment plus. Par exemple, quand je vois qu'il y a un habit, et c'est une collection de ces vêtements qui est en tendance, moi, je cherche des pièces de la friperie pour reproduire ces vêtements, mais dans un concept plus éthique, écologique. Et donc, c'est vrai que quand tu dis aux gens que là, c'est un habit reconditionné, ça a déjà été porté par quelqu'un, les gens deviennent plus réticents. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je me base plus sur les vêtements de tendance, j'essaie de les recréer et je fais des pièces uniques qui peuvent être des vêtements artistiques, de scène, ou des vêtements qu'on peut utiliser dans des clips vidéo. Une fois créé, quand je fais une collection d'édition limitée, j'essaie de collaborer avec des artistes, les locaux ou parfois des influenceurs, des réseaux TikTok, Instagram. Je leur donne parce que c'est plus facile de faire passer le message. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de certains influenceurs TikTok ou artistes et célébrités avec lesquels tu as travaillé? J'ai travaillé au début, j'ai travaillé avec le duo d'influenceurs Khalil et Mariam. Après, j'ai travaillé aussi avec le duo Diggy Forstray pour leur clip. Et aussi, j'ai vendu à d'autres artistes qui sont en Soul Bams et bon, j'en passe. Il y a plein d'autres artistes avec qui j'ai travaillé qui sont très, très, très attirés par ce que je fais, parce que c'est unique et c'est des habits qui leur représentent beaucoup plus. Je trouve qu'il y a de la créativité dans tout ce que je fais. Donc, cela me donne me donne de la force de me surpasser. Ok. Donc toi, en fait, ta stratégie pour pouvoir gagner en notoriété, ça a vraiment été de créer des pièces sur mesure pour des célébrités, en fait, des personnes qui ont un réseau, qui sont connues. Oui, exactement, parce que là, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Parce que s'il fallait commencer d'un abonné sur les réseaux et aller communiquer sur la marque, ça va prendre du temps. Et eux, ils ont des milliers d'abonnés, pardon. Et donc, le message, ça passe très facilement. Ils sont plus influents sur les réseaux. Donc, ça passe plus facilement, je pense. Ok, bah écoute, tu me partageras des photos que je pourrais ajouter en fait à l'article en fait qui accompagnera cet épisode de podcast de façon à ce que les auditeurs et les lecteurs de l'article puissent voir en fait ton style et voir aussi les célébrités que tu as pu habiller. Donc, si on en revient un petit peu à ton parcours, donc tu disais que tu avais 26 ans. Est-ce que tu as fait des études dans le secteur de la mode? Et non. Et moi, ça va être un peu étonnant parce que j'ai fait une formation académique en ingénierie du bâtiment pour e-chaussée et pendant 5 ans. Et là, je suis à ma dernière année, je suis en master 1 maintenant. Et c'est vrai que c'est deux secteurs qui sont beaucoup trop différents. Pour certains, oui, mais moi, je trouve que c'est des secteurs créatifs. Donc, la mode, c'était déjà une passion. S'il y avait une grande école de mode en Guinée, je pense que j'allais faire l'école. Mais après, il fallait aussi, vu la situation du pays, il fallait trouver un métier très conséquent qui peut te créer de l'emploi facilement. Donc, mais après, en parallèle, j'arrive à gérer les deux très facilement. Très bien. Donc, en fait, aujourd'hui, vraiment, tu es encore étudiant et le développement de ta marque, tu le fais en parallèle de la poursuite de tes études. Ok, bah écoute, bravo à toi, c'est ambitieux. Et quand est-ce en fait que tu as démarré en fait dans la mode? Je l'ai lancé en 2022, en octobre 2022, ça va faire bientôt 2 ans. Et là, bon, je reconditionnais déjà des vêtements quand j'étais en première année de l'université. Parce que moi, à l'université, j'étais dans une condition où je pouvais pas chaque fois me payer des vêtements pour aller à l'université. Donc, du coup, j'ai commencé petit à petit à recycler mes vêtements, le peu de vêtements que j'avais parce qu'il fallait chaque fois trouver quoi porter demain, quoi porter après-demain. Faut pas que ça soit la même chose. Et donc, je recyclais les mêmes vêtements, mais personne ne s'en apercevait parce qu'ils comprenaient pas que j'avais customisé l'habit en question.
l'habit que j'ai porté le lundi, c'est le même que j'ai porté le jeudi. Mais les gens ne comprenaient pas. Et après, j'ai des amis, les plus proches, je les expliquais, qui m'ont dit, mais tu peux en faire quand même euh, une marque de vêtements que tu peux créer, tu peux reconditionner des vêtements et les revendre aux gens. Parce que j'étais dans une situation aussi où je devais terminer les études, mais les moyens n'étaient pas là. Donc, il fallait que je me trouve une source de revenus. Et après, en 2022, c'était ma première fois que je me lance. Et j'ai commencé avec quelques associés. On a commencé à récupérer des tote bags, des vieux t-shirts, on customisait, on mettait sur Internet. Et du coup, ça a commencé à marcher. Les gens étaient beaucoup intéressés. Et bon, j'ai participé à mon premier salon, le salon des étudiants entrepreneurs. Là où j'ai fait ma première prestation, mon premier défilé de mode. Et du coup, j'ai vu que tout le monde était émerveillé, tout le monde disait, mais comment tu fais, comment... Et donc, du coup, ça m'a encouragé. Je me suis dit que ouais, ce que je fais, c'était pas rien. Donc, du coup, j'ai décidé de lancer la marque. J'ai formalisé l'entreprise. J'ai créé la page mon nom. Et là, du coup, ça a commencé à avancer. Très bien. Donc, ce que je comprends, c'est que en fait, tu as toujours eu cette habitude de customiser des vêtements. Donc, j'imagine que tu sais coudre, que tu sais en fait découper, peut-être faire des patronages. Est-ce que tu peux expliquer en fait comment est-ce que tu as pu apprendre et développer ces compétences en fait en couture? Le métier de créateur de vêtements, t'es pas obligé de savoir coudre quand t'es styliste. T'es pas obligé. Moi, c'est le truc, je sais couper des vêtements. Je sais couper des vêtements. J'ai l'idée artistique. Donc, je me rends chez les couturiers pour assembler ces vêtements que je coupe moi-même. Je fais les patrons, je coupe et je me rends chez le couturier. J'ai des couturiers avec qui je travaille. Je les explique. Des fois, c'est un peu compliqué quand je les explique, ils comprennent pas, mais après, je reste à côté, on travaille ensemble. Je les explique comment faire et ça donne le résultat qu'il faut. Ok, donc en fait, c'est comme si tu avais une petite équipe avec toi pour pouvoir réussir à développer les pièces que tu souhaites développer. Effectivement. Ok, très bien. Aujourd'hui, tu es toujours en poursuite d'études et tu as cette part qui se développe. Toi, tu as vraiment l'ambition de te consacrer 100% au développement de ta marque de mode? Oui. Depuis quelque temps, je me suis dit que si je suis dans l'entrepreneuriat et que ça marche, c'est ça mon destin, c'est ce qui est écrit pour moi. Donc, va falloir que je me concentre là-dessus. Il faut que je développe la marque parce que je veux être concurrent des grandes marques internationales aussi. D'accord, c'est bien, c'est ambitieux. Donc, donc ce que je vois, c'est qu'en termes de stratégie, dès le départ, tu as travaillé avec des personnes qui avaient de l'influence pour te donner de la notoriété. Quels sont les autres éléments que tu as mis en place pour pouvoir développer en fait ton entreprise? Bon, hormis collaborer avec les influenceurs, je participe à des événements de défilés de mode pour pouvoir montrer la créativité de la marque et passer le message de recyclage aux gens. Parce que là, il y a un public, à chaque défilé, il y a un public différent. Donc, moi, c'est chaque fois une occasion pour moi de faire valoir la marque. Et je participe aussi à des interviews, je participe à des événements à l'international où souvent j'essaie de remporter des prix. C'est pas venu encore, mais je pense que ça va venir bientôt. D'accord. Quand tu parles d'événements à l'international, est-ce que tu peux, nous dire dans quel événement tu as participé récemment? J'ai participé récemment aux 72 heures de textile guinéen à Bruxelles, ce qui m'a ouvert aussi pas mal de portes, qui m'a permis de faire un bon réseautage à l'international, faire connaître la marque, imposer à l'échelle d'un événement international, faire connaître la marque par un nouveau public qui est belge, qui connaissait pas aussi la marque, qui ont été pas mal intéressés par la créativité qui est autour de la marque. Et là, on a fait un défilé où j'ai fait une prestation
ça fait son succès. Et bon, il y a d'autres aussi, des événements que je prépare dans pas longtemps à l'international qui se passera en France et dans d'autres pays, peut-être au Canada même. Ok, très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a des événements aussi auxquels tu participes qui sont en Afrique? En Afrique, généralement en Guinée là où je suis. J'ai des propositions dans d'autres pays comme au Sénégal, mais ça trouve que je suis sur certains projets aussi en parallèle. Donc j'essaie de m'organiser, mais je pense que dans les prochains mois, je vais commencer à faire des événements au Sénégal et au Mali. Je dois participer à la Fashion Week de Mali. D'accord, ok, très bien. Et du coup, vraiment dans ta stratégie, il y a vraiment ce côté travailler avec des célébrités et aussi participer à des événements à l'international de manière à faire connaître ta marque et à vendre tes collections. Si tu devais décrire un peu ton client, comme toi, tu as vraiment une conscience éthique qui est importante. Est-ce que ton client, il est vraiment aussi, c'est forcément quelqu'un qui comment dire, pour qui la démarche éco-responsable de ta marque, elle est importante, ou c'est juste quelqu'un qui cherche un produit finalement un peu différent, un peu unique et qui fait pas forcément attention au côté éthique? Généralement en Afrique, je vais dire en Afrique en général, l'écologie c'est pas un terme, je dirais pas important, mais qui n'est pas une priorité pour les gens. Dire que ouais, si tu dis que tu vas mettre l'écologie en première partie, la personne va juste t'encourager, mais elle va pas payer. Donc moi, c'est généralement des gens qui cherchent à se sentir uniques dans des vêtements, qui cherchent des pièces rares. Donc c'est pourquoi je fais des pièces beaucoup plus rares. Et là, ça les attire plus. Après, j'ajoute à cela que c'est une pièce reconditionnée. C'est pour contribuer à éradiquer la pollution environnementale. Parce que il n'est pas facile, surtout pour des jeunes, ils vont dire, ah, mais c'est juste un travail issu de quelqu'un qui a envie de sauver la planète, mais après, lui, c'est pas son problème. Donc, pour vendre sur la marque, moi, je préfère plus miser sur la créativité. Mais moi, je garde ma proposition de valeur de rendre la marque plus éthique et écologique. Ok, donc c'est vraiment d'abord des gens qui vont chercher le style et le critère écologique, ça vient pas en numéro un dans leur manière d'acheter. Tu parles de l'Afrique par rapport à ça, mais quand on voit en Europe le succès de marques de fast fashion, on peut se dire aussi qu'il y a des clients aussi en Europe qui ne sont pas du tout soucieux de l'écologie et ce qu'ils veulent, c'est le style pas cher. Et donc c'est pour ça qu'ils se tournent vers des marques de fast fashion qui aujourd'hui ont du succès. Donc cette problématique-là de l'intérêt du client en priorité pour le style et pas forcément pour l'éthique, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez un consommateur en Afrique et qu'on peut aussi retrouver chez des consommateurs en France et en Occident. Donc, toi aujourd'hui, ce que tu évoques, c'est que quand tu fais du recyclage, tu peux partir à partir d'un vêtement que tu vas récupérer en friperie, mais tu peux aussi partir à partir de rideaux, de nappes, de couettes. Comment ça se passe quand tu vas dans les friperies? Comment tu fais pour faire ta sélection? Ce que tu disais, c'est que tu essayes de voir ce qui est tendance, mais parfois, si tu vois la tendance, est-ce que tu retrouves forcément dans les friperies les éléments que tu vois en tendance, ou des fois juste tu vois des tissus qui te plaisent et tu dis là, je pense que je peux faire quelque chose avec cette matière? Oui, généralement, quand je suis au marché, tout va au feeling avec les tissus. Parce que si je me dis je vais trouver la vraie matière qu'il faut, ça va être difficile. Parfois, je peux avoir une collection de vêtements qui est faite à partir du cuir, du simili-cuir ou du velours. Si je dis que je vais forcément gagner du velours dans le marché, ça va pas être simple. Donc, du coup, je me rends souvent chez les fournisseurs de tissus. En général, je prends les couettes, les rideaux pour leur qualité supérieure, parce que c'est des matières très très résistantes. Donc, quand j'y vais, je trouve aussi le design, les motifs qui sont dans la matière, qui sont dans le tissu. Donc, c'est à partir de là, je regarde, je dis oui, ça peut donner ça peut donner quelque chose. Déjà, j'ai mon idée artistique en tête
moi, je sais, visuel, quand je paye, je sais déjà à quoi ça va ressembler. Du coup, je prends le tissu, je pars, je fais des prototypes. Si ça va, oui. Si ça va pas, je suis pas satisfait. Je cherche d'autres tissus pour jumeler avec. Et là, ça marche. Souvent, ça donne ce que je veux. On va au feeling parce que si je me rends au marché, je pars dans un peu de tout, hein. Je peux aller dans le marché des vêtements, je peux aller dans le marché des, des, des rideaux, des nappes de table, des couettes. Et ça, pour leur qualité supérieure. Donc, je choisis les tissus de là. Et je sais dans ma tête que ça va donner ce que je veux. Donc, j'ai déjà l'image artistique. Euh, une fois sur le marché, je vois un tissu qui a de beaux designs pour ses motifs. En plus, pour la qualité du tissu, je sais directement que ça peut donner ce que je recherche. Donc, du coup, je choisis le tissu et là, je vais essayer le modèle et je essaie de lancer sur Internet, sur la page. Et ça attire facilement, en général, ça attire des consommateurs qui veulent se procurer la pièce, qui veulent être les premiers même à avoir la pièce. Très bien, très intéressant. Donc aujourd'hui, en fait, moi j'ai noté qu'au niveau de ton compte Instagram, tu avais plutôt une communauté assez importante. Donc toi, tu dirais que c'est comment tu expliques en fait le fait que tu aies une communauté plutôt, il me semble que tu as 16 000 abonnés, quelque chose comme ça. Et oui, j'ai 12 500 abonnés. Bon, là, ça a été aussi stratégique. Ça a été très, très stratégique. Comme je dis, je collabore généralement avec les influenceurs. Et là, ils créent de contenu, ils mettent sur Internet et ils taguent le nom de la page. Et ce qui envoie beaucoup plus des gens de leur communauté à s'abonner aussi à ma page et aussi être au courant de tout ce qui se passe. Et là, la stratégie a bien marché. Ça m'a accumulé pas mal d'abonnés. Et aujourd'hui, je fais le maximum pour être interactif avec eux. Très bien. Et toi, en fait, parce que parfois, il y a certaines marques, elles travaillent avec des célébrités, mais pour autant, ça leur ramène pas forcément des clients. Ça leur ramène des gens qui vont liker, qui vont commenter, qui sont fans de la célébrité, donc ils vont dire waouh, tu as travaillé avec telle célébrité, et ça te ramène en fait de la notoriété, mais ça ramène pas forcément des clients. Toi, cette stratégie-là, tu vois vraiment un impact sur tes ventes, c'est-à-dire que les gens ont vu telle célébrité porter tel vêtement et ensuite ils veulent te commander quelque chose de similaire? Oui, ici, par exemple, généralement, les gens, c'est pas la marque qui est derrière ou peut-être la beauté de la tenue qui les intéresse plus. Mais c'est parce que la personne qui suit, qui aime sur Internet la porter, ils veulent aussi être l'un des premiers à le porter aussi. Donc, moi, déjà, comme je fais des collections en édition limitée, c'est des pièces que des pièces uniques. Donc, ça me facilite le truc. Mais s'il fallait reproduire la même pièce plusieurs fois pour les gens là, ça va pas intéresser beaucoup de personnes. Et donc, c'est ce qui me rend aussi unique dans le secteur en Guinée parce qu'il y a peu de marques ici qui font pareil. Donc, moi, la stratégie, pour le coup, ça marche très bien. Ok, super, très intéressant. Aujourd'hui, en fait, en Guinée, il y a toute une campagne de sensibilisation et de promotion à l'utilisation des textiles guinéens. La Guinée, c'est un pays qui est connu pour différents savoir-faire de textiles, puisque chaque région a son textile spécifique. Et c'est véritablement une force avec des artisans qui travaillent des tie and dye, qui travaillent des tissages. Toi, par rapport à ça, aujourd'hui, toi, tu utilises en tout cas plutôt de la friperie. Comment tu te positionnes par rapport à effectivement les tissus guinéens en fait? Est-ce que tu les incorpores dans tes collections ou pas? Ouais, alors généralement ces derniers temps, j'ai commencé à les incorporer. Et puis moi, lorsque je me suis lancé en tant que marque, l'une de mes premières techniques, c'est d'utiliser les techniques anciennes de fabrication de tissus en Guinée. Par exemple, de tie and dye, ça a été l'une des techniques que j'ai utilisées pour reconditionner des t-shirts. J'ai utilisé de l'indigo guinéen
Et aussi, il y a une technique très ancienne en Guinée qui est le patchworking. Et là, j'ai commencé à faire des collections de pantalons en patchworking. Et là, ça rappelait souvent le côté de nos anciens tissus en Guinée. Et ça peut plus facilement attirer des gens. Et c'est vrai qu'il n'est pas facile quand on essaie de se positionner en Guinée dans le secteur de la mode, parce qu'en général, la majorité, on utilise 100% du tissu guinéen. Et moi, j'essaie de faire un mélange de tissus. Et je vais voir souvent des couturiers guinéens qui utilisent des tissus de chez nous. Ils me donnent des débris de tissus qu'ils ont, que j'essaie de mélanger en faire une création. C'est comme ça, moi, j'utilise les tissus guinéens. Parce que si je dois dire que je dois aussi payer la matière dans toute sa longueur, payer, par exemple, 3 mètres de tissu guinéen, là, je peux plus parler de reconditionnement. Là, je serai aussi dans la création de vêtements. Alors que moi, j'ai ma propre proposition de valeur. Je ne dois pas m'égarer de ça. Donc, du coup, moi, je préfère prendre l'air débris de tissus qui laissent traîner dans les ateliers. Moi, je les ramasse. J'essaie de les rejoindre à mes collections. Très bien, super intéressant. Donc, du coup, tu arrives à finalement, en utilisant des chutes de tissus, de textiles guinéens, les intégrer aussi à ton concept. Et du coup, tu gardes ton identité, ton ADN initial, et en même temps, tu vas incorporer aussi des techniques qui rappellent en fait des techniques et des traditions de la Guinée. Oui. Ok, très bien. Aujourd'hui, en fait, si on veut passer commande et découvrir ta collection, c'est à travers les réseaux sociaux. Est-ce qu'on a aussi la possibilité de te rencontrer ou de trouver tes collections dans une boutique? Oui, j'expose en ce moment, ça fait maintenant près d'une année que j'expose dans une boutique éphémère à Mariador Palace, dans un hôtel de la place. Et je suis là-bas dans un pop-up store. Qui j'expose avec d'autres artisans guinéens aussi. Pour l'instant, mais je suis plus interactif sur les réseaux sociaux parce que là, à partir de là, la livraison, la commande se fait plus facilement parce qu'il n'est pas facile pour tout le monde. Imaginons que quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire a besoin de tissu, n'a pas besoin forcément de venir voir jusqu'à Mariador. Là, donc, j'essaie de faire les deux en parallèle, en présentiel dans la boutique et aussi en ligne, beaucoup plus en ligne. Ok. Et en ligne, en fait, je vois que tu es présent sur Instagram, sur WhatsApp. C'est une boutique WhatsApp que tu as ou c'est juste des messages qu'on peut t'envoyer? C'est des messages qu'on peut m'envoyer. C'est une page que j'ai sur Instagram que j'ai liée à mon WhatsApp. D'accord. Là, on peut juste m'envoyer des messages. Ok, très bien. Ok, je vois. Et aujourd'hui, c'est principalement Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux? J'imagine qu'il y a Facebook aussi. Oui, il y a Facebook aussi. Et il y a TikTok. Mais après, TikTok, c'est pas chose facile. Moi, je suis pas trop TikTok. Je dirais pas que j'aime pas, mais après, je trouve qu'avec TikTok, il faut de l'énergie, franchement. Il faut créer des contenus vidéo pour montrer les vêtements. Ça demande trop de cardio. D'accord. On peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça du cardio pour TikTok. Je suis d'accord. C'est vrai que TikTok, il faut une stratégie de création de contenu à part entière. Et donc, avant de se lancer dedans et d'en tirer des résultats, il vaut mieux, si aujourd'hui Facebook et Instagram, ça fonctionne bien pour toi, il vaut mieux réussir à bien développer ça et puis à terme développer les compétences en vidéo pour pouvoir être présent sur TikTok. Aujourd'hui, ta clientèle, tu dirais que c'est plutôt une clientèle jeune ou plutôt... moi, c'est ce que j'imagine, mais voilà, quel est l'âge moyen de ta clientèle aujourd'hui? C'est de 14 à 32 ans. Ok. Et c'est plutôt des femmes, plutôt des hommes, puisque tes collections, elles sont mixtes? C'est des collections unisexes, je fais ces mix. Et en général, moi, je me dis pas que, ouais, forcément, je vais faire que pour les hommes, que pour les femmes. Moi, je fais souvent des vêtements unisexes. Très bien, super intéressant. Et du coup, toi, dans ta clientèle, tu as plutôt des hommes ou plutôt des femmes qui achètent?
J'ai beaucoup plus d'hommes qui payent. D'après mes indicateurs de performance, je trouve qu'il y a beaucoup plus de femmes, d'hommes qui qui passent des commandes. Et aujourd'hui aussi, les femmes commencent à beaucoup plus s'intéresser. Ok, très bien. Ok, intéressant. Et toi, tu produis combien de collections par an, en fait? Quel est le rythme de renouvellement de tes collections? Je fais 2 collections par an et j'essaie d'aller jusqu'à 3 parce que des fois, quand on prend trop de temps, ça fait fuir aussi un peu la clientèle. Le temps d'attendre que tu termines tes collections, ça leur fait fuir. Donc, j'essaie d'aller à 3 jusqu'à 4. Pas chose facile, mais j'essaie. D'accord. Et tes collections, à chaque fois, elles ont combien de pièces à peu près? 10 à 12. Ok. Et ensuite, une fois que tu présentes tes collections, l'idée c'est que c'est plutôt des collections, comment dire, unisexes. Est-ce que et c'est plutôt des pièces uniques? Est-ce que quand tu sors ta collection, moi, si je veux avoir ma pièce, tu vas la faire reproduire pour moi, ou en fait, une fois que tu as vendu ta collection, après tu vas recréer quelque chose de nouveau? Je fais généralement des pièces uniques. Quand je fais des pièces uniques, parce que je le rase. Bon, c'est pourquoi je préfère. Avant, je faisais une pièce, mais ça me fatiguait parce que les gens demandaient, je veux pareil, il faut reproduire. Et là, maintenant, on fait toute la collection des 10 pièces, que des pièces uniques, chaque pièce. Et une fois qu'on a publié, et c'est le premier venu, le premier servi. Ok. Donc, mais ça aussi, c'est pas mal parce que le fait de savoir qu'il n'y en aura pas d'autres, ça incite aussi le client à acheter tout de suite en réalité. Oui, exactement. Et là, peu importe le prix, ils sont prêts. Eh ben, bon, écoute, tant mieux. Et donc, dès que, toi, en fait, ce que tu fais, c'est dès que ta collection elle est terminée, tu en relances une autre, ou quand tu commences à voir qu'il y a un certain produit qui fonctionne bien et que tu as fait pas mal de ventes, est-ce que tu recrées un produit similaire? Est-ce que tu t'inspires de tes best-sellers pour construire la collection suivante? Oui. Des fois, oui, je regarde la pièce la plus vendue. J'essaie de la reproduire en différentes façons aussi. Je mets de côté, mais ça aussi, il y a des clients spécialement à qui je fais ça, pour qui je fais ça. Et après, parce que moi, lorsque je lance une collection, c'est que je travaille sur une autre. J'enchaîne. Donc là, si j'ai des gros clients qui veulent des pièces pour 2 fois, 3 fois, là, je peux me sacrifier, je fais. Très bien, donc c'est comment dire intéressant de voir ton processus de travail. Aujourd'hui, est-ce que tu as donc il y a les collections que tu sors, est-ce que tu as des demandes de certains clients? Est-ce que tu as des clients qui te font des demandes spécifiques? Alors soit des artistes parce qu'ils vont performer pour un concert, ce genre de choses, et ils veulent que tu sois comment dire leur designer, ou alors d'autres types de clients pour une occasion particulière qui vont te solliciter pour que tu fasses une pièce sur mesure pour eux. J'ai un peu de tout, mais en général, j'ai des artistes qui me proposent de collaborer avec eux. J'ai pas mal de propositions, mais après, il faut pas se lancer d'un coup, il faut réfléchir, parce que si tu dois gérer, imagine des habits, tu dois faire des habits pour plusieurs artistes. Imagine qu'il y a des périodes où ils sont tous en concert. Ça devient un travail fou, alors que c'est pas que j'ai pas une sorte d'industrie de vêtements. Je dois faire petit à petit, travailler avec mon équipe pour pouvoir satisfaire tous les clients. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions, mais après on regarde, on analyse la plus facile à faire. Donc on va vers cette proposition et ça devient plus simple. Ok. Et moi j'ai vu dans ton en fait dans ton descriptif, en fait tu indiques que effectivement tu fais bon, t'es designer, en fait tu vends tes collections, mais tu parles aussi de personal shopper et de conseil en fait. Donc ça intervient à quel moment? Est-ce que vraiment voilà, demain si je viens te voir, tu peux faire un travail pour moi de personal shopping et m'aider en fait à définir mon style vestimentaire? Oui, au prime abord, j'étais personal shopper.
depuis quand j'étais au lycée, après à l'université en première, deuxième, j'étais personnel chauffeur de mes amis parce qu'ils vont jamais payer des habits sans moi. Il y en a qui me demandaient c'est quoi, si je peux les conseiller des styles de vêtements et tout, si tu peux les représenter. Et c'est là que j'ai commencé ça. Après, c'était devenu en contrepartie. Hein. Je les conseillais, je leur trouvais des pièces uniques. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus encouragé d'ailleurs de me lancer dans l'entrepreneuriat, d'entreprendre dans ce secteur. Et donc, si ça se trouve que j'ai ces propositions encore, je refuse pas. Je peux le faire en parallèle que des ventes. S'il faut, je peux proposer mes pièces à la personne. Donc, c'est ça en général. Ok. Et donc, du coup, c'est qu'en fait, c'est toi, quand tu allais dans les friperies, en fait, t'allais trouver des pièces que d'autres ne trouvaient pas. Ils trouvaient que t'avais un style intéressant et du coup, ils se sont dit, bon, soit on y va avec lui, soit on le laisse y aller pour nous parce que lui, il arrive à trouver des choses que nous, on ne voit pas. Ouais. Ouais, en général, ils se demandaient, parce que chaque fois que je viens avec une pièce, on me demandait où t'as trouvé, je dis. Et plus, ce qui est plus intéressant, c'est le prix auquel j'ai payé la pièce. Donc, ça, ils disaient, parce que eux, ils pouvaient aller, par exemple, avec une grosse somme, mais ils payent peu de choses. Ils n'arrivent pas à payer, à faire un bon achat. Donc, moi, quand on parle en général, j'essaie comment discuter les prix, parce que je discute beaucoup, hein. Je sais comment discuter les prix, je sais quelle pièce trouver, je sais où trouver la pièce en fonction de ce qu'on recherche. En fait, moi, ça devient très amusant pour moi de faire ça à chaque fois. Ok, très bien. Et du coup, ta passion pour le vêtement, pour le style, est-ce que c'est depuis que tu es tout petit que tu as toujours aimé ça? Est-ce que tu sais dire depuis comment c'est venu, en fait? Ou est-ce que tu as l'impression que ça a toujours été comme ça? Moi, je dirais c'est dans le sang, hein, parce que ma mère, c'est aussi une passionnée de vêtements. C'est une passionnée de vêtements. Je la voyais depuis tout petit. Chaque fois qu'elle s'habillait, elle me demande toujours mon avis. Elle me demande de choisir l'habit pour elle. Et elle me demande les pièces avec lesquelles elle doit assembler, quel sac choisir. Et depuis là aussi, moi aussi, quand je m'habille, quand je sors, je vais être le seul à porter cet habit. Je veux pas voir sur d'autres personnes. Donc, c'est là que ça a commencé. Depuis tout petit, je suis comme ça. Parfois, j'aimais pas porter les prêt-à-porter. J'ai jamais aimé les prêt-à-porter. C'est ce qui m'a donné l'amour pour la friperie. Parce que ici, la fripe, tu trouves toujours une pièce unique. Ok, donc il y a vraiment cette volonté d'être d'être unique, en fait, qui est pas du tout de copie. Oui. Ok. Est-ce que là aujourd'hui, en fait, la marque elle est assez récente, elle a pas encore 3 ans, mais t'as démarré assez fort, en fait, puisque t'as eu assez rapidement des collaborations avec des célébrités guinéennes qui t'ont permis, en fait, d'avoir accès à une clientèle de manière assez rapide. Quelle est ton ambition pour la suite? Quelles sont les prochaines étapes dans le développement de ta marque? Moi, je veux d'ici, disons, 3 à 4 ans, que je puisse faire rassembler tout jeune créateur, pas en général, mais les plus grands créateurs en Guinée, pour qu'on se donne la main, faire travailler en symbiose pour pouvoir créer des collections saisonnières, faire des pièces uniques et tout en allant dans un caractère éthique écologique. Donc, je suis en train de monter le projet, d'appuyer le projet sur des bases où il faut construire une sorte d'industrie de mode à l'image africaine pour pouvoir partager nos valeurs, changer les habitudes vestimentaires des jeunes et leur faire comprendre qu'ils n'ont pas forcément besoin de des marques de la fast fashion pour se sentir stylés ou bien habillés, qui peuvent aussi opter pour des vêtements reconditionnés, qui peuvent aussi affirmer beaucoup plus leur personnalité et les permettre de communiquer à travers leurs vêtements. Donc, je travaille dessus et collabore avec beaucoup plus
d'artistes internationaux et beaucoup plus d'influenceurs des autres pays, faire plus de défilés pour pouvoir développer la marque. Ok, donc là tu parles beaucoup de collaborer avec d'autres en fait créateurs guinéens et de pouvoir vraiment piloter un projet qui vous permette à tous de construire des collections de manière plus régulière. Et c'est vrai que si vous travaillez en collaboration, vous allez plus facilement réussir à créer en fait comment dire, des structures où vous allez avoir peut-être des ateliers en commun, vous allez travailler à passer des commandes peut-être en commun auprès de certains fabricants de tissus, ce genre de choses, pour vous permettre de peut-être réduire les prix. Cette dimension de collaboration, aujourd'hui, elle existe. Est-ce qu'il y a déjà des créateurs guinéens avec lesquels tu as commencé des collaborations? Oui, je travaille avec deux créateurs qui sont pas beaucoup connus pour l'instant, mais je sais que à travers leur créativité, ils feront aussi pas mal de choses. Et heureusement, ils ont fait des écoles de mode. Et je suis en train de voir avec beaucoup de jeunes créateurs de ma génération, je suis en train de voir, parce qu'après l'avenir de ce pays, c'est les jeunes. Je suis en train de voir. On est en train de voir même s'il faut mettre en place un musée de mode en Guinée. Ok. Et du coup, ça, tu le travailles avec. Est-ce que tu trouves ou tu vois qu'en Guinée, il y a un petit peu les jeunes d'un côté, les anciens de l'autre, comme ça peut être le cas dans d'autres régions. Est-ce que tu sens qu'il y a pas forcément une tension, mais en tout cas, il y a comme une séparation entre la nouvelle vague, la nouvelle génération de créateurs et les anciens. Est-ce que tu trouves qu'il y a cette séparation-là en Guinée? Je le sens plus ou moins, et c'est pourquoi je dis qu'il n'est pas facile de s'imposer en tant que jeune marque en Guinée, parce que j'ai comme l'impression que l'ancienne génération essaye de mettre la barrière de pas laisser passer les jeunes, parce que là on vient avec des idées plus, ils pensent révolutionnaires, mais non, on pense que la mode, elle a besoin de changer d'image un peu en Guinée. Pas de mettre la culture de côté, mais utiliser la culture pour changer certaines choses. Changer l'impact négatif de la mode sur la planète, par exemple. Mais après, on ne l'est pas écouté, parce que j'ai fait la rencontre de pas mal de jeunes stylistes et créateurs qui me disent la même chose. Ils me demandent comment toi tu fais pour pouvoir t'imposer dans ce secteur. D'autres même sont découragés, parce que les entreprises qui meurent plus facilement en Guinée, c'est les jeunes entreprises qui commencent au bout de 2 à 3 ans. Déjà, ils sont découragés. C'est pas facile, c'est vrai, mais il faut toujours tenir le coup. Ok, très bien. Effectivement, les enjeux sont difficiles et en fait, cette tension qu'il peut y avoir entre les jeunes générations et les anciennes, il y aura toujours, comme si les anciens ils veulent effectivement préserver les traditions et les savoir-faire, et ils ont le sentiment que les jeunes générations risquent de balayer les traditions, alors que c'est plus qu'ils ont une manière un petit peu différente, d'autres perspectives. Et puis parfois, on a l'impression que les anciens, ils ont oublié que eux-mêmes à une époque ils ont été jeunes en fait, et eux aussi ils ont été des révolutionnaires de leur temps. Et pourtant, au plus on va réussir à réunir les générations et à faire travailler tous les créateurs ensemble, au mieux on va réussir à développer cette industrie. Mais c'est vrai que ça prend du temps et il faut vraiment beaucoup de courage, de détermination et d'ambition pour réussir à développer des marques de mode, parce que c'est pas un travail qui est facile. Toi, tu dirais que c'est quoi en fait la chose dont tu es le plus fier depuis que tu as lancé ta marque, puisqu'elle est assez récente? Qu'est-ce qui fait un peu ta fierté, ton succès, le fait, en fait, peut-être que c'est une collaboration avec un artiste, ou peut-être que c'est une pièce que tu as réussi à créer, mais est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es particulièrement fier par rapport au développement de ta marque? Présentement, la chose dont je suis la plus fier aujourd'hui, c'est aller représenter la marque et représenter la Guinée aussi à l'international, à Bruxelles. Parce que là, j'ai pu prouver à beaucoup de jeunes que
à beaucoup de jeunes et à ma famille et tous ceux qui m'ont suivi que oui, en tant que marque éco-responsable, je peux aussi aller loin où je veux pour pouvoir montrer ma marque. Et ça, vraiment, c'était un gros pari. J'ai été même découragé par certains, mais après, j'ai pas lâché. Et ma plus grande fierté, c'est quand j'ai pu partir et revenir parce que, en général, les gens pensent que quand tu cherches à aller en tant qu'entrepreneur, représenter ta marque à l'international, c'est après pour aller, pour rester, ne plus revenir. Et moi, j'ai prouvé aujourd'hui à pas mal de Guinéens que je peux aller revenir et faire d'autres projets et aller encore revenir tant que je peux. Tant que je veux aussi, tant que je crois à ma marque, tant que je crois à ce que je fais, et tout est possible. Très bien, ouais, c'est intéressant de signaler que toi, ton objectif, c'est de poursuivre le développement de ta marque depuis Conakry et de rayonner depuis Conakry à travers le monde et de d'avoir l'opportunité de voyager à Bruxelles, en France, au Canada et partout ailleurs. Mais à chaque fois, toi, ta base, elle reste guinéenne. Ouais. Ok. Et si tu devais essayer de définir un peu, j'aime bien poser cette question, la mode africaine, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que la mode africaine, c'est une diversité, une forte diversité de matières, des motifs. Et en fait, je trouve que c'est la source de toute inspiration dans ce secteur. Parce que je trouve que même des grandes marques internationales s'inspirent de certains motifs africains, s'inspirent de certaines coutures africaines qu'ils essaient de développer. Donc, on dirait que on dirait que c'est le centre, c'est la racine, au fait, de la mode en général dans le monde. Et moi, je suis très fier d'être africain et d'être là, de voir facilement tout ça, que ça me motive encore plus, de dire, ouais, va falloir que je continue à m'engager dans ma lutte et pouvoir représenter l'Afrique un peu partout. Parce que quand tu dis que t'es déjà créateur africain, on comprend que ouais, il y a la créativité qui est derrière. Parce que nous, on essaie de développer la mode en se servant de tout ce qu'on trouve. Et tu trouves que chaque région a sa représentation à travers la mode. Chaque culture est représentée à travers ses modes vestimentaires. Donc, en gros, moi, je trouve que l'Afrique, c'est le meilleur endroit pour s'épanouir, pour apprendre, pour être plus créatif. Très bien. Bah, écoute, je te remercie pour cette définition où effectivement tu places la créativité au cœur de la définition de la mode africaine. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a éventuellement des éléments que tu voulais partager? Notamment, il me semble que tu participes bientôt à un événement au Ghana. Oui. Je suis nommé à un événement qui se passe au Ghana en octobre ou novembre, je pense bien. Ça s'appelle la Volta Fashion Week. Et je suis maintenant, comme l'année passée, nominé dans la catégorie Star International Fashion Design of the Year. Et l'année passée, oui, j'ai pas pu remporter. Et cette année, je pense pouvoir remporter le prix avec l'appui de tout un chacun. Donc, j'appelle tout le monde à voter, à suivre mon aventure, à m'aider à remporter ce prix et qui va être mon tout premier prix, mon tout premier award. Et j'espère que je pourrai bien compter sur l'aide de tout un chacun. Et merci beaucoup. Ok, très bien. Je noterai les informations en note de bas d'épisode de manière à ce que j'imagine qu'on doit voter pour pouvoir soutenir ta candidature, c'est ça? Oui. Ok, écoute, je mettrai les informations de façon à ce que les auditeurs puissent voter et te soutenir. Écoute, je te remercie pour ta disponibilité. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi et d'en savoir plus sur ta marque Yogu Yogu. Je réalise qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée. Qu'est-ce que ça veut dire Yogu Yogu et pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom de marque? Ah ouais, on me pose chaque fois cette question. Mais après, chaque fois, je réponds toujours de différentes façons.
Mais moi, pour savoir, yogo, et c'est un terme de chenon qui veut dire trier jusqu'à trouver son plaisir. Et moi, le choix de cette marque, c'est venu, je dirais pas que c'est venu au hasard. J'y pensais, je voulais quand même une marque qui serait très atypique et très facile à prononcer. Et donc, lors de la formalisation de ma marque, ça me venait en tête, j'ai dit ouais. Je mets Yugo parce que je pense que Yugo, ça représente une panoplie de choix. Parce que là, non, moi, j'ai pas de précision, dire que je suis juste sur la mode féminine ou la mode masculine. Il y a chacun peut y trouver son plaisir en général. Donc, c'est pourquoi on dit Yugo. Très bien. Et c'est en quelle langue? Et c'est en langue malinké bambara. Ok, super. Donc, une des langues qui est parlée en Guinée. Donc, faut savoir que, comme beaucoup le savent, tout Guinéen, enfin pas que tout Guinéen, tout Africain est polyglotte. Et dans un seul et même pays, on peut parler énormément de langues. Et donc, le malinké, c'est l'une des langues qui est parlée en Guinée. Le malinké est parlé aussi dans les pays limitrophes, notamment le Mali. Donc, je pense que c'était important que je te pose cette question-là. Donc, c'est vraiment, se chercher jusqu'à trouver un trésor, en fait, ce terme-là. Oui. Donc, très intéressant. Écoute, merci beaucoup, encore une fois. Cette fois-ci, ce sera la véritable fin de cette interview. Il y a pas d'autres questions qui me viennent. Je te dis à très vite en Afrique ou ailleurs. Et merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous invite à pratiquer quelques petits gestes à impact fort pour m'aider à gagner de la visibilité sur ce podcast. Vous pouvez partager l'épisode à 3 de vos amis. Vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite également à cliquer sur les 5 étoiles pour donner de la force. Je vous dis à très vite en Afrique ou ailleurs.